Bon, aujourd'hui, nous allons aborder le module 4 de la formation AZ 104. Le module 4 intitulé administrer les réseaux virtuels ou encore les virtual networks. Donc, on parlera de, des réseaux virtuels dans Azure. Euh, euh, on verra comment configurer un réseau virtuel. Donc, c'est quoi un réseau virtuel dans Azure? Il faut savoir que c'est une représentation, excusez-moi, c'est une représentation symbolique du LAN qu'on a en prime. Donc, il est important de faire la différence car ce n'est pas, ce n'est pas tout ce qui, ce n'est pas parce que c'est dans le cloud, pardon, que c'est forcément Internet. Bien vrai que dans le cloud, on recrée tout l'environnement on-prem, mais ça ne veut pas dire que ce qui est créé dans le cloud est Internet. Donc, dans le cloud, il y a également des réseaux virtuels, des réseaux privés. Et c'est spécialement le cas euh, d'Azure. Ici, Internet, c'est plutôt un réseau public. Du précédent, on avait dit que Azure, Azure est interconnecté grâce grâce à un réseau de fibre optique propre et indépendant. Toute l'interconnexion est considérée comme un réseau privé. Donc, retenez qu'un réseau virtuel sur Azure, c'est une représentation d'un réseau privé à l'intérieur duquel on pourra mettre des firewalls, des systèmes proxy, on pourra faire euh, des images, on pourra faire la containerisation. Tout ça. Donc, planifier les réseaux virtuels. Ici, au niveau bon, de cette image, on a une représentation d'un réseau virtuel. Euh, il est possible de créer des réseaux virtuels comme on le veut pour n'importe quel usage dans Azure. Et ces réseaux peuvent être interconnectés avec d'autres réseaux virtuels ou dans Azure même, ou avec d'autres réseaux privés localement. Donc, c'est ce qui décrit un peu cette image. Euh, Si vous avez une infra on-prem, ce réseau pourra être étendu dans Azure, vu que c'est aussi un réseau privé. Donc, dans Azure, les réseaux virtuels qu'on crée sont spécialement des réseaux privés. Donc, de la même manière que on-prem, on peut utiliser des adresses 192, on peut utiliser des adresses 10 points, des adresses 176 également. C'est pareil que dans Azure. Donc, là, il a la possibilité d'interconnecter le réseau privé dans Azure avec le réseau privé on-prem. Dans ce cas, on parle d'extension de réseau. Et l'extension de ce réseau peut se faire par différentes manières.
Donc, les options les moins coûteuses, ici, il s'agit de l'interconnexion via VPN, via Tunnel VPN. Mais il a différentes options d'interconnexion ou d'extension des réseaux, que ce soit on-prem vers Azure. On verra aussi plus tard dans la suite de ce module. Donc, ici, ce type de scénario d'extension vient, que je viens d'expliquer, entre dans le cadre d'une topologie hybride. Donc, où on a une infrastructure localement, tous les data centers montés, on a tous les réseaux on-prem où on a nos serveurs, un autre réseau qui fonctionne bien et qui communique avec un autre réseau dans Azure. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'une topologie ou d'un scénario hybride. Comment créer un réseau virtuel dans Azure? Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Pour le faire, on le fait avec le portail Azure. Donc, une fois que vous êtes dans le portail Azure, vous recherchez Virtual Network. Une fois que la console s'ouvre, vous créez la- vous créez la VM et lors de la création, vous pouvez indiquer l'abonnement, c'est-à-dire le compte qui sera facturé pour la création de ce service. Donc, vous précisez la ressource groupe. Il faut dire que la ressource que vous créez doit appartenir obligatoirement à un groupe. Donc, vous précisez la ressource groupe, vous donnez le nom à, à l'instance, sinon le nom au réseau virtuel. Ici, c'est VNet2. Vous indiquez la région. Vous choisissez, comme on l'avait dit la fois dernière, vaut mieux mettre toutes les ressources dans une même région. Et ici, c'est sélectionner la région SIS2. Donc, la région, comme j'ai dit, la région doit être la même que là où vous avez choisi de mettre toutes vos données et l'infra. Il est important aussi de noter que lorsque vous créez un réseau virtuel, il y a un subnet par défaut qui vous est proposé et donc à vous de décider de le garder ou de le supprimer. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est lors de la création de nouveaux subnets, il y a une intelligence artificielle qui permet d'éviter les erreurs en vous montrant déjà les plages qui sont occupées et celles qui sont disponibles. Donc, tant que vous ne mettez pas une plage ou une adresse qui est correcte, qui est disponible, ça ne passera pas. Donc, cette intelligence qui est derrière nous permet d'éviter de faire des erreurs au niveau d'Azure, au niveau même de la création, pardon, des virtual networks et de l'adressage. Donc, nous avons trois types de sous-réseaux. Il y a les sous-réseaux, je dirais, ordinaires, ici nommés Subnet 0, 1 et 2. Ici, il permet d'interconnecter nos équipements que nous avons. Donc, c'est avec ces subnets qu'on peut faire voilà, les interconnexions, le routage, attribuer une adresse à, à tel équipement ou tel périphérique dans Azure. Et nous avons également Azure Bastion Subnet et la Gateway Subnet. Donc, Azure Bastion Subnet, c'est un subnet particulier qui est utilisé euh, pour sécuriser,
pour sécuriser l'accès vers des serveurs ou vers des ressources spécifiques. Donc, c'est son rôle. Et il y a la Gateway Subnet, qui est aussi un subnet qui est utilisé pour faire du routage, qu'on verra plus loin dans les autres modules, même dans ce module. Donc, vous pouvez donner des noms à vos subnets, sauf les deux que nous avons cités précédemment. Dans chaque réseau virtuel, on ne peut avoir qu'un seul bastion. Qu'est-ce qu'un seul réseau bastion et une seule gateway. Un peu comme si c'était euh, des subnets ou bien des sous-réseaux système. Donc, cela, on peut pas les supprimer, on peut rien faire, on peut pas les modifier. Il vient directement lors de la création d'un sous-réseau. Et donc, c'est lorsque vous demandez à Casu active, active l'un de ces réseaux qui va apparaître. Sinon, lorsque vous créez un sous-réseau de base, il n'apparaît pas. Mais pour vos besoins spécifiques, vous demandez à Azure de les activer et ils apparaîtront dans la liste de vos subnets. Autre chose, c'est que sur Azure, euh, bon, donc, je vais dire, allons d'abord on-prem. On-prem, lorsqu'on crée un sous-réseau, dans l'adressage, généralement, on fait des adresses attribuées, la passerelle et aussi l'adresse de diffusion. Donc, ces trois adresses sont réservées. On ne peut pas les attribuer à un périphérique. Ils sont utilisés dans le cas d'Azure, il y a 5 adresses qui sont réservées, sinon qu'on paie. Donc, il y a l'adresse réseau. Et bon, l'adresse réseau, c'est, je vais dire, par exemple, dans le subnet 0.10.0.0.0.0/24. Ça, c'est l'adresse réseau. Ça, on ne peut pas l'attribuer. Donc, il y a l'adresse réservée par Azure pour la passerelle par défaut. Donc, c'est comme si au dernier octet, on mettait un. Donc, ça fait 10.0.0.1. Ça sera la passerelle par défaut de ce subnet. Donc, ça aussi, on ne peut pas l'attribuer. Il y a le, il y a le 10.0.0.2 et le 10.00.3. Ces adresses aussi sont réservées par Azure pour mapper les adresses IP Azure DNS dans l'espace réseau. Donc ça, c'est plus pour la résolution des noms. Et la dernière adresse aussi qui ne peut pas être utilisée, c'est l'adresse de diffusion. Donc, c'est le 10, dans le cas du premier subnet, de 10.0.0.0.225. 255, pardon. Donc ça, c'est la dose de diffusion. Il ne peut pas être aussi attribué. Donc, en termes d'adresse IP, il faut savoir qu'on a des adresses IP privées qui vont être utilisées en interne pour interconnecter nos équipements. Et nous avons les adresses IP publiques utilisées pour interconnecter nos ressources vers l'extérieur. Voilà.
avec Azure, l'adresse IP publique doit être créée, pardon, avec Azure, avec Azure, les adresses IP publiques doivent être créées plutôt euh, on-prem où on récupère l'adresse IP publique d'un fournisseur ou d'un prestataire. Sur Azure, on doit le créer. Et un équipement sur Azure peut prendre sur sa carte réseau deux adresses. Donc, à la fois l'adresse IP publique et l'adresse IP privée. Donc, si lors de la création d'un serveur, vous avez besoin d'accéder euh, à ce serveur depuis l'extérieur, ou ça peut être ça peut être un serveur, ça peut être une autre ressource. Donc, une fois que vous avez besoin d'accéder à cette ressource depuis l'extérieur, vous devez ajouter une adresse IP publique et vous devez lui donner un nom. Donc, comme on le voit ici, on lui donne un nom, on précise la version, donc IPv4, IPv6, la référence, donc de base au standard. Il faut savoir que de base, il y a forcément des limitations, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas forcément faire, mais standard, c'est ce qui est recommandé. Vous sélectionnez la zone de disponibilité, le niveau où vous voulez que l'adresse IP puisse intervenir. Donc, si vous voulez que cette ressource soit disponible euh, c'est dans toute la région, on pourra la contacter avec cette adresse IP. Si vous voulez que ça soit global, global, ça veut dire que partout, peu importe la région où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu es, tu pourras accéder à la ressource. Donc, si vous voulez aussi que ça soit une adresse IP statique pour que l'adresse ne change jamais, vous sélectionnez statique. Si vous voulez que ça soit une adresse dynamique et que pour que Azure, euh, en fonction de la planification, peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines, l'adresse IP change, vous sélectionnez dynamique. Et il faut savoir en fonction de ce que vous allez choisir, il y a le coût qui sera associé. Donc, forcément, statique, une adresse statique sera un peu plus chère qu'une adresse dynamique. Voilà. Donc, euh, donc, il faut aussi rajouter que les adresses IP publiques dans Azure ne se limitent pas qu'aux serveurs, qu'aux machines virtuelles. Elles peuvent être aussi utilisées au niveau des routeurs et d'autres équipements. Donc, même au niveau des load balanceurs pour les équilibreurs de charge, vous pourrez utiliser aussi, vous pourrez aussi utiliser des adresses IP publiques. Donc, ici, on peut remarquer euh, tous les équipements auxquels on peut associer des adresses IP publiques. Donc, tout équipement qui aura une patte vers l'extérieur ou qui autorisera un accès vers l'extérieur doit avoir une adresse IP publique. Donc, la machine virtuelle qui a, qui a une patte vers l'extérieur pourra, euh, on pourra associer une adresse IP publique. Donc, que ça soit dynamique comme statique. L'autre balanceur également. Donc, ici, ça, c'est la configuration frontale. Donc, au niveau du front-end du load balancing, parce qu'il y a le front-end, il y a le back-end.
Au niveau de la passerelle VPN, également, euh, vous pourrez configurer une adresse IP publique. Ici, la passerelle VPN, considérez cela comme un routeur. Et au niveau aussi de l'application Gateway, ici, il fonctionne un tout petit peu comme un load balancer, mais plus au niveau applicatif. Voilà. Il permet aussi de filtrer l'accès à certaines applications. On verra aussi tout équipement qui n'aura pas accès étant votre réseau d'Azure vers le réseau que vous avez on-prem. Donc, la machine virtuelle, l'équilibre des charges, l'application Gateway pourront recevoir des adresses IP publiques, et pardon, privées. Bon, privées et publiques même, mais dans ce cas-là, c'est des adresses IP privées, que ce soit des adresses IP statiques ou dynamiques. Donc, comme je disais, les adresses IP, la première adresse n'est pas attribuée, l'adresse du réseau aussi n'est pas attribuée et la dernière adresse pour la diffusion n'est pas attribuée. Donc, les groupes de sécurité réseau, euh, retenez qu'ils se comportent un peu comme les AC, donc les Access Control List que, bon, que certains personnes ont dû déjà configurer. Donc, ils permettent de filtrer l'accès à, à des ressources du réseau. Donc, ils limitent le trafic au réseau, aux ressources dans un réseau virtuel à travers des règles qui autorisent ou refusent un trafic entrant ou sortant. Hein. Il peut être affecté à une interface réseau ou à, à un sous-réseau et puis peut être associé plusieurs fois. Donc, les groupes de sécurité, euh, on les implémente pour limiter le trafic réseau ressources. Par exemple, si vous voulez, non, si vous ne voulez pas que qu'on fasse euh, du RDP sur une machine virtuelle ou sur un serveur de base de données que vous avez sur Azure, vous pourrez, vous pourrez le faire à partir de NSG. Et donc, vous allez devoir configurer en définissant des règles qui limitent le trafic entrant et sortant. Donc, entrant, peut-être que vous allez mettre un deny pour interdire, par exemple, les adresses provenant de l'extérieur, donc des adresses IP publiques, vers cette ressource. Maintenant, vous pouvez autoriser toutes les adresses IP privées. Vous pouvez préciser même les adresses ou les plages dans votre règle. Donc, vous pouvez limiter le trafic entrant comme sortant sur la ressource. Et vous pouvez l'appliquer, sinon l'associer à la carte réseau ou au sous-réseau. Donc, si c'est appliqué à la carte réseau, je veux dire, si c'est appliqué à la carte réseau, c'est uniquement sur cette machine que cette restriction s'appliquera. Si c'est appliqué au réseau, c'est-à-dire au subnet,
cette restriction s'appliquera à tout l'ensemble du réseau, pas uniquement à une seule ressource, à tout l'ensemble du réseau. Donc, voici comment se présentent les règles, les règles de sécurité des trafics entrants et les règles de sécurité des trafics sortants au niveau des NSG. Donc, nous avons deux types de règles, comme vous pouvez le voir. Les règles de sécurité entrant et sortant. Les NSG, sinon les règles qui ont été créées là, on permet de filtrer le réseau euh, afin de savoir qui peut circuler, ce qui peut circuler en provenance de quoi et en destination de quoi et vers quoi aussi. Donc, c'est-à-dire soit vers le réseau ou vers la carte réseau. Donc, comme on a dit, on peut associer les différents NSG, sinon les règles, sur la carte réseau ou sur l'interface euh, réseau. Donc, si je veux autoriser, par exemple, un serveur SQL à entrer, bon, autoriser un trafic entrant, je mettrai ma règle dans les règles de sécurité des trafics entrants. Et l'autre chose que vous allez faire, c'est de préciser la priorité. Le nom, le port, le protocole, la source, la destination et l'action. Donc, puisque ici, dans le cas de cet exemple, c'est autorisé, vous allez mettre allo. Bon, allo, ici sur l'image, c'est le Y, non, c'est plutôt W. Allo. Et si c'est refusé, c'est deny. Donc, si vous voulez proscrire ou bien interdire un trafic entrant ou sortant, vous mettez deny. Maintenant, il faut noter qu'il y a des règles par défaut qui existent en entrée et en sortie. Et ces règles-là, il ne faut pas les modifier, mais plutôt créer vos règles au-dessus de ces règles. Voilà. Donc, ces règles-là sont au niveau des règles 65 000, 65 500. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Voilà. 65 000, 65 001, 65 500. Ici, ce sont des règles qui existent par défaut. Donc, il est important de créer vos nouvelles règles pour interdire ou pour autoriser un trafic au-dessus de ces règles. Quand on dit au-dessus, c'est véritablement par rapport à la priorité. Donc, plus la priorité est faible, plus, je veux dire, c'est elle qui s'exécutera en premier. C'est elle qui est prioritaire. Voilà pourquoi on demande de l'écrire au-dessus. Donc, comment déterminer les règles effectives? Donc, si vous avez plusieurs NSG qui sont appliquées sur une carte réseau ou un sous-réseau, donc quelle règle qui sera autorisée, quelle règle qui prendra le dessus sur l'autre règle? Donc, comme je l'avais dit précédemment, les NSG s'appliquent au niveau de la carte réseau et du subnet, donc au niveau du sous-réseau. Si j'ai une règle qui s'applique au niveau du NG2,
et qui s'applique, bon, j'ai une règle au niveau du NSG2 qui s'applique au niveau du réseau. Et nous avons une autre règle qui, qui, par exemple, au deny, bon, qui refuse, bien, qui interdit un trafic sur le subnet ou sur la carte réseau. Dans ce cas, il Alors, va falloir qu'on détermine. Allô? vas-y, vas-y, vas-y. Dans ce cas, il va falloir qu'on détermine euh, euh, en fait, la règle qui prendra le dessus sur l'autre. Donc, la règle qui sera effective à ce niveau-là. Donc, ici, à ce niveau, il faut dire que ce sont la règle la plus restrictive qui l'emporte. Donc, si vous avez un deny, donc un trafic qui est interdit au niveau de la carte réseau, et vous avez un autre trafic qui est interdit au niveau réseau, c'est la règle qui est la plus contraignante ou bien la plus restrictive qui va s'appliquer. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Bon, si ça, je voulais donner un exemple. Nadi est là. OK. L'exemple que je voulais donner, c'est que comme le NSG peut s'appliquer à deux niveaux, sous-réseau et carte réseau, donc si le NSG2 autorise par exemple un trafic, exemple le RDP, et puis le NSG1 interdit le même RDP. Donc vous voyez que sur la même machine, sur sa carte réseau, il y a une règle qui interdit le RDP en entrée, par exemple. Et au niveau du subnet, il y a une autre règle qui autorise. Donc, vous voyez que c'est le même RDP, mais qui est autorisé au niveau du sous-réseau et qui est interdit au niveau de la carte réseau. Dans ce cas, comme Dominique le disait, c'est la règle la plus restrictive, c'est-à-dire c'est l'interdit qui prime. Voilà. Et même dans les deux sens. Donc, si en sortie, par exemple, le HTTPS est autorisé au niveau de la carte réseau et qu'au niveau du subnet, le même HTTPS est interdit, bon, c'est l'interdit qui l'emporte. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, lorsque un même paramètre, hein, il y a une cumulation de deux valeurs différentes, c'est la valeur la plus restrictive qui l'emporte. Voilà. C'est la même chose quand on monte dans les véhicules. Si vous regardez très bien sur les vitres, même dans les bus, en cas de conflit entre les passagers, ouvrez, fermez, c'est celui qui dit de fermer là qui a raison. Voilà. Donc, plus c'est fermé, plus vous êtes en sécurité. Donc, c'est la règle la plus restrictive qui l'emporte. OK, Dominique, go ahead. Allô? Donc, comment créer, oui, vous m'entendez? Oui, 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 vas-y. Donc, comment créer le groupe de sécurité réseau? Euh, pour créer une règle sur UNSG, il faut aller d'abord bon, sur cette NSG, cliquer sur Ajouter une règle.
Ensuite, il faut indiquer la source. Après, les ports, donc, ou s'il y a une plage de port, il faut la rajouter. La destination, les services, il faut peut-être soit autorisé ou interdit. La plage de port au niveau de la destination, les protocoles, toujours dans la destination. L'action, que ce soit autorisé ou refusé. La priorité, ça veut dire que la priorité doit être au-dessus de 65 000, comme on l'a vu au niveau des règles précédentes. Le nom, au niveau de la destination, aussi la description. Donc, comme je l'ai dit, il est important ici, dans ce cas, de bien choisir euh, la priorité. Parce que si vous choisissez mal la priorité, la règle ne s'appliquera pas. Donc, il faut se baser sur l'existant. Donc, si vous avez déjà des règles qui sont déjà au niveau de la liste des NRG, faites attention. Les groupes de sécurité d'application, ou encore appelés Application Security Gateway. Donc, ils ont le même fonctionnement que les NRG, sauf qu'ici, c'est c'est au niveau applicatif. Donc, ils vont autoriser l'accès à des applications ou des serveurs sur des ports bien précis. Net, vers le serveur web, mais 80 et 443. Bon, ou 443. Ce qui veut dire que toutes les demandes venant d'un autre port ne seront pas acceptées. Donc, c'est dans ce cas-là qu'elles sont assez restrictives pour l'accès euh, à certaines applications, à certains serveurs. Donc, c'est pareil aussi pour le bas. Un web server et un SQL server. Donc, toutes les demandes de connexion doivent se faire sur le port 1433. Si vous voulez accéder à une ressource, bon, à SQL server que vous demandez un autre port, vous ne pourrez jamais vous connecter. Donc, nous allons parler maintenant d'Azure DNS. Concernant le DNS, il faut savoir que lorsque vous souscrivez à si votre nom de domaine était un sous-domaine euh, de onmicrosoft.com.
Maintenant, vous pourrez plus tard personnaliser, personnaliser en rajoutant votre propre nom de domaine. Et une fois que ce nom a été personnalisé et rajouté, il doit être vérifié puis approuvé. Donc, pour pouvoir personnaliser votre nom de domaine, il va falloir créer ce domaine déjà dans Azure. Et Azure va vous demander de créer certains enregistrements, des enregistrements spécifiques au niveau de votre hébergeur. Et puis, une fois cela créé, Azure va vérifier afin de prouver aussi que vous êtes vraiment le propriétaire du domaine et il va valider dans son environnement pour que maintenant, ça ne soit plus, euh, bon, par exemple, dominique.onmicrosoft.com. Donc, peut-être ça soit dominique@fitechci.com. Donc, les zones DNS. On ne peut pas parler de serveur DNS sans parler de zones, sans parler d'enregistrement et autres. Donc, les zones DNS, euh, c'est un peu, ça se comporte comme, un peu comme on-prem, hein, mais sur Azure. Donc, les zones vont héberger des enregistrements DNS. Donc, tous les services, euh, équipements, serveurs qui seront créés auront un enregistrement dans cette zone. Donc, pour dire qu'ils pourront être accessibles grâce à ces zones qui ont été créées, hein. Donc, il faut éviter que les zones que vous créez aient le même nom. Donc, si plusieurs zones partagent le même nom, chaque instance va recevoir des adresses de serveurs de noms différents. Donc, il est mieux d'avoir une seule zone dans votre espace. Euh, je viens de faire celui-là. Ok. Ok. Donc, pour déléguer les domaines DNS, euh, Microsoft va vous fournir 4 DNS. Donc, ils sont gratuits. Euh, bon, quand je dis gratuits, je veux dire ils sont offerts par Azure lorsque vous créez votre domaine. Donc, soit vous les utilisez, soit vous en créez d'autres. Mais il est mieux de les utiliser pour pour pouvoir, pour pouvoir faire vos résolutions de nom. Donc, ici, pour le domaine Azure, oui, pour les différents noms les serveurs de domaine, les serveurs de nom que Azure vous procure, donc il y a le NS1-02, NS2, oui, qu'on peut voir ici, NS2, NS3, NS4. Donc, ce sont ces quatre.
serveur DNS que Azure vous offre lorsque vous créez votre nom de domaine sur Azure. Donc, ajouter des jeux d'enregistrement. Donc, une fois que vous avez créé votre zone, vous pouvez ajouter des enregistrements comme dans l'exemple actuel. L'exemple actuel, c'est un enregistrement de type A. Donc, lorsque vous créez l'enregistrement, vous lui donnez un nom. Il y a différents types d'enregistrements, hein. Donc, ici, celui qui a été sélectionné, c'est le type A. Donc, jeu d'enregistrement d'alias en fonction de vos besoins, oui ou non. La durée de vie, 1 heure. Voilà, vous pouvez sélectionner aussi l'adresse IP. Donc, concernant les enregistrements, il y a plusieurs types d'enregistrements, hein, même beaucoup. Euh, Chaque enregistrement DNS a un nom et un type. Ça, il faut le retenir. Donc, les enregistrements sont organisés selon différents types, en fonction des données qu'ils contiennent. Euh, le plus courant, le plus courant des enregistrements, c'est l'enregistrement type A. Vous-même, vous le voyez aussi ici dans l'exemple. C'est celui qui est utilisé le plus souvent. Donc, lui, il permet de mapper un nom à une adresse IP V4. Il y a d'autres types, hein. Il y a d'autres types aussi qui sont assez utilisés. Il y a l'enregistrement MX. Lui, il mappe un nom à un serveur de messagerie. Donc, Azure DNS prend en charge tous les types d'enregistrement DNS courants. Ça, ce sont des types d'enregistrement assez courants, hein, même on-prem, on les voit. Donc, il y a, au niveau d'Azure DNS, ils font tout. Donc, il y a l'enregistrement type A, il y a le 4 fois A, il y a le CAA, il y a le CNAME, MX, NS, PTR, SOA, SVR, TXT. Donc, vous aurez peut-être parfois créé plusieurs enregistrements DNS, plusieurs enregistrements DNS, mais en fonction de vos besoins. Euh, euh, Planifier les zones DNS privées. Une zone DNS contient des entrées DNS d'un domaine. Donc, pour commencer à héberger votre domaine dans Azure DNS, vous devez créer une zone DNS pour ce domaine. Donc, chaque enregistrement DNS pour votre domaine est ensuite créé à l'intérieur de cette zone. Donc, pour publier une zone DNS privée sur votre réseau virtuel, vous allez devoir spécifier la liste des réseaux virtuels qui sont autorisés à résoudre les enregistrements dans cette zone. Donc, lorsque vous créez une zone DNS privée, Azure stocke ces données, euh, je veux dire, stocke les données de cette zone en tant que ressource globale. Donc, vous pourrez avoir accès à ça partout. Donc, cela signifie que la zone privée ne dépend plus d'une seule région ou d'un seul réseau virtuel. Donc, vous pouvez lier la même zone privée à plusieurs réseaux virtuels dans différentes régions. Donc, il pourra être accessible partout. Donc, même si ce service est interrompu dans un réseau virtuel auquel il a été lié, votre zone privée est toujours disponible. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma explique les résolutions DNS, comment ça s'effectue. Donc, c'est très calcable comme, les résolutions qu'on observe on-prem. Donc, les machines de base ne connaissent pas les noms, elles connaissent juste le langage
le langage binaire, ouais, je dirais c'est ainsi. Donc, si une machine veut communiquer avec une autre en utilisant son nom, il va falloir s'adresser d'abord à un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP et son correspondant avant de pouvoir atteindre. Donc, dans le cas d'un échange privé, si le réseau, ce réseau, bon, c'est parce que si, il va dire c'est un réseau qui est là. Si ce réseau auquel il a été lié est rompu, mais qu'il y a une zone DNS privée qui a déjà été créée, la ressource sera toujours disponible. Ils pourront toujours communiquer. Bon, donc vous aurez un lab sur le réseau virtuel. Et donc vous allez, en tâche 1, créer un réseau virtuel comprenant des sous-réseaux à l'aide du portail Azure. Créer un réseau virtuel et des réseaux en utilisant un modèle. Vous allez aussi créer et configurer la communication entre un groupe de sécurité, un groupe de sécurité des applications et un groupe de sécurité réseau. Vous allez aussi, en tâche 4, configurer les zones Azure DNS privées et publiques. Et donc, vous allez voir un schéma qui essaie de récapituler les tâches que vous aurez à effectuer au niveau des labs